Arrêtez, avant de vous plonger dans la trahison. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous cherchez une histoire de douleur, de tromperie, et finalement, un triomphe qui vous coupera le souffle. Mais pour que cette histoire de justice résonne, activez la cloche. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune leçon de vie. Aimez cette vidéo. Si vous croyez que la force d'une mère adoptive peut tout faire, prouvez-le. Commentez votre pays. Dites-moi d'où vous regardez cette histoire de Séville. Je veux tout savoir sur vous. Votre soutien garde cette vérité vivante. Commençons. La vérité brute. Le prix d'un nouveau départ. Ma sœur, Isabelle, s'est enfuie avec mon mari, Raoul, me laissant son fils mourant. 15 ans plus tard, ils ont osé se moquer de moi, demandant des nouvelles du garçon qu'ils avaient abandonné à son sort, jusqu'à ce qu'il franchisse la porte, devenu un homme fait et droit. Leur visage était une œuvre d'art. Le chemin a été très long, et tout a commencé il y a 15 ans, un mardi de fin octobre, qui semblait aussi gris que n'importe quel autre. Je me souviens du crissement aigu des freins de mon vieil utilitaire, alors qu'il s'engageait sur le trottoir de notre maison, à Sevilla Este. C'était l'un de ces après-midi d'automne, andalous, frais, et avec cet arôme pénétrant de pluie et de feuilles mortes. Moi, Elena, j'étais épuisé. Connaissez-vous cette fatigue qui s'installe profondément dans les os après une vacation éternelle à l'étude notariale? Un cauchemar que même toutes les infusions du monde ne pourraient dissiper. Ma seule ambition pour le reste de la soirée était d'enlever ces chaussures de travail inconfortables, de réchauffer un reste de gazpacho et peut-être de regarder une émission de télévision qui ne demandait pas de réfléchir. Ma sœur Isabelle était censée être allée chercher son fils, mon neveu Matteo. Elle me l'avait confié avec une fréquence alarmante ces derniers mois, et bien que mon cœur adore le petit Matteo, je dois admettre que je désirais cette tranquillité d'une maison vide. Mon mari, Raoul, aurait déjà dû rentrer du bureau. Je l'imaginais dans le salon, sûrement les pieds sur le canapé, absorbé par la chaîne de sport. Mais quand j'ai tourné la clé dans la serrure, la première chose qui m'a frappé fut le silence. Ce n'était pas le silence paisible d'une maison au repos. C'était un silence dense et creux qui semblait complètement déplacé. L'air était immobile et froid. On n'entendait pas la télévision. Il n'y avait aucune trace de l'odeur du dîner en train de cuire. Rien. Raoul? Ai-je appelé en laissant tomber mon sac sur la petite table de l'entrée. Isabelle? Je suis rentré. Seul l'écho de ma propre voix m'a répondu. Un nœud d'inquiétude s'est serré dans mon estomac. J'ai traversé le salon, mes chaussures de travail s'enfonçant légèrement dans le tapis. Tout était impeccablement rangé. Trop rangé. Un magazine de décoration sur la table basse était placé à un angle parfait, les télécommandes alignées en une rangée sépulcrale. Raoul était beaucoup de choses, mais il n'avait jamais été un maniaque de l'ordre, et c'est alors que je l'ai vu, le petit Matteo. Il n'avait que 5 ans, avec de grands yeux effrayés, encadré par une coupe mulet châtain cendré. Il était recroquevillé dans le grand fauteuil près de la fenêtre, celui qu'on appelait le fauteuil du grand-père. Il tenait un oreiller contre sa poitrine avec une telle force que ses petites jointures étaient blanches. Il ne pleurait pas. Il me regardait simplement. En attendant, mon cœur a fait un bond douloureux. J'ai couru vers lui et je me suis agenouillé. « Matteo, chéri, où est tout le monde? Où est ta maman? » Il m'a juste regardé. Sa lèvre inférieure tremblait. Il avait l'air si petit, si abandonné dans ce grand fauteuil. J'ai écarté ses cheveux de son front. «
C'était humide, comme s'il avait transpiré. « Est-ce que tonton Raoul est là? » ai-je demandé, cette fois avec ma voix la plus douce. Il a nié de la tête, un mouvement minuscule et tremblant. Puis, sans un mot, il a dévissé l'une de ses petites mains de l'oreiller. Il tenait un morceau de papier, plié en carré, serré et froissé. Il me l'a tendu. Je l'ai pris. Le papier était chaud au contact de sa peau. Pendant 1 seconde, je l'ai fixé. Ce nœud d'anxiété dans mon estomac était maintenant une pierre froide et lourde de terreur. Je savais, avec une certitude qui défiait toute logique, que ce qui était écrit sur ce papier allait tout changer. Et, mon Dieu, c'était vrai. Mes doigts tremblaient en dépliant la note. C'était de l'écriture d'Isabelle, avec ses lettres larges et liées qui semblaient toujours si joyeuses, si insouciantes. Mais les mots qu'elle contenait étaient tout sauf joyeux. Helena, je suis désolé de faire ça par lettre. Je sais que je suis une lâche. Quand tu liras ceci, Raoul et moi serons très loin. Nous sommes amoureux, Helena. Nous le sommes depuis un moment. Nous allons commencer une nouvelle vie, dans un endroit où nous pourrons être heureux. Je ne peux pas emmener Matteo pour le moment. Ce n'est pas le bon environnement pour un enfant. Je sais que tu prendras soin de lui. De toute façon, tu es meilleur à ça. S'il te plaît, n'essaie pas de nous trouver. Isabelle, je l'ai lu 1 fois, puis 2 fois. Les mots se mélangeaient devant mes yeux, se brouillant dans un remue-ménage insensé. Cela semblait être une blague macabre. Ma sœur et mon mari, ce n'était pas possible. Nous étions une famille. Raoul et moi étions mariés depuis 10 ans. Nous avions nos différends, comme tout couple, mais je l'aimais. Je pensais qu'il m'aimait, et Isabelle était ma petite sœur, celle que j'étais censé protéger. Mes jambes semblaient faibles. Je suis tombé au sol, la lettre toujours serrée dans ma main. Un bourdonnement a commencé dans mes oreilles. J'ai regardé Matteo, qui me regardait toujours avec ses yeux immenses et sérieux. Il ne comprenait pas les mots, mais il comprenait la sensation dans la pièce. Il comprenait le désastre. Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de trouver une explication. N'importe quelle explication, à part celle qui me regardait directement. Peut-être que quelqu'un les a forcés. Peut-être que c'est un malentendu. J'ai titubé jusqu'à la cuisine, ma main tremblant tellement que je pouvais à peine tenir mon téléphone. J'ai composé le numéro de Raoul, directement sur la messagerie vocale. Sa salutation joyeuse et professionnelle, qu'il avait enregistrée pour le travail, a résonné comme une insulte. J'ai composé le numéro d'Isabelle, directement sur la messagerie vocale. Son message enjoué et chantant a retenti. « Bonjour. Vous avez appelé Isa? Laissez un message. Ils étaient partis, ensemble. C'est là que je l'ai vu. Sur le plan de travail en granit brillant, à côté du porte-fruits, il y avait une feuille de papier. Je l'ai ramassée. La page du dessus était un document légal, une demande de dissolution de mariage, un divorce. Et là, au bas de la dernière page, se trouvait sa signature. Le lien familial et l'assurance de Raoul. Il l'avait signé. Il avait prévu ça. La pierre froide de la panique dans mon estomac est devenue agonisante, et une rage incandescente et aveuglante a pris sa place. Ils ne s'étaient pas contentés de partir. Ils avaient conspiré. Ils m'avaient menti en face, jour après jour, alors qu'ils peaufinaient leur grande fuite. J'ai pensé aux dernières semaines. Raoul, distant, travaillant tard. Isabelle, qui était toujours une source d'ennui, soudain sereine et calme. Tout s'emboîtait. Chaque souvenir en était un nouveau. Le petit Matteo s'est approché furtivement de la cuisine. Il m'a tiré par la manche.
Tante Helena, a-t-il chuchoté. Maman et tonton Raoul sont partis en voyage? J'ai regardé son visage innocent, et la rage que je ressentais s'est dissoute dans une vague de chagrin pur et déchirant. Comment pouvait-il lui faire ça? Comment une mère peut-elle simplement laisser son fils derrière elle comme s'il était une valise oubliée? Je l'ai soulevé dans mes bras et je l'ai serré fort, enfouissant mon visage dans ses cheveux doux. Il était tout ce qui restait de ma famille, et j'étais tout ce qui lui restait. La tromperie machiavélique, le mythe de l'enfant mourant. Pour comprendre la véritable ampleur de la cruauté d'Isabelle, il faut d'abord comprendre le mensonge qu'elle m'a raconté des mois avant de s'enfuir. C'était la pierre angulaire de son plan d'évasion, une œuvre magistrale de manipulation construite sur le pilier de mon affection pour elle et mon neveu. Je me souviens de ce jour avec une clarté inquiétante. C'était un samedi de fin de printemps. J'étais dans mon petit jardin, essayant d'insuffler de la vie à mes tristes peaux. De trèfle, quand la voiture d'Isabelle s'est soudainement arrêtée sur le trottoir. Elle est pratiquement tombée du siège conducteur, son visage pâle froissé par des larmes sèches. Ma première réaction a été de penser qu'elle avait eu un accident de la route. « Isabelle, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? » ai-je crié en courant vers elle. Elle s'est effondrée dans mes bras, sanglotant hystériquement. « C'est Matteo !» elle a réussi à dire, noyée dans les larmes. « Oh mon Dieu, Helena, c'est Matteo. » Je l'ai fait entrer, le cœur battant fort dans ma poitrine. Je l'ai assise à la table de la cuisine et je lui ai préparé une tarte aux pommes. Mes mains tremblaient de façon incontrôlable. Matteo était ma faiblesse. Si quelque chose de grave lui était arrivé, l'idée me paralysait. Finalement, après quelques gorgées de thé, elle s'est calmée suffisamment pour parler. Elle m'a regardé, les yeux grands ouverts et pleins d'une terreur que moi, dans mon absolue naïveté, je croyais authentique. Les médecins, ils lui ont fait des tests, a-t-elle chuchoté, la voix brisée. Il a un trouble sanguin rare. C'est terminal, Helena. La tasse de thé m'a glissé des doigts, s'écrasant bruyamment contre le sol carrelé. Je n'ai même pas bronché. Qu'est-ce que tu dis? Ils ont dit qu'il lui restait 6 mois. Peut-être moins. Elle s'est enterrée le visage dans les mains, les épaules secouées par de nouveaux sanglots. 6 mois. Comment suis-je censé voir mon propre fils mourir? Je ne peux pas, Helena. Je ne suis pas assez forte. Je le regarde, et la seule chose que je peux penser, c'est qu'il m'abandonne. Chaque fois qu'il dit qu'il est fatigué, ça me détruit de l'intérieur. J'étais complètement dévasté. Pour Matteo, ce bel enfant dont la vie était tronquée de façon si tragique. Et pour ma sœur, qui faisait face au pire cauchemar de tout parent, je l'ai serré dans mes bras, lui permettant de pleurer sur mon épaule. « Je suis tellement désolé, Isabelle, » ai-je chuchoté, des larmes coulant sur mon propre visage. « Nous surmonterons ça. Quoi que tu aies besoin, je suis là. Nous chercherons un deuxième avis. Nous trouverons les meilleurs spécialistes. » Elle s'est écartée, secouant la tête. « Ça ne sert à rien. Ils ont dit que c'est définitif. Il n'y a pas de traitement. » Elle m'a regardé, les yeux suppliants. « Helena, je ne peux pas. Je ne peux pas être là pour voir ça. Je sais que ça semble terrible. Je sais que je ressemble à un monstre, mais je ne peux pas. » Et alors elle a lancé la phrase qui a scellé nos destins. « Pourrais-tu m'aider avec lui? Juste pour un temps. Laisse-moi avoir un peu d'espace pour assimiler ça. J'ai juste besoin d'un répit de ce rappel constant. » Bien sûr. J'ai dit oui. Quelle autre réponse était possible?
Ma sœur était au bord de l'effondrement, et son fils était mourant. Je lui ai dit de l'amener quand elle aurait besoin de se changer les idées. Je ferais n'importe quoi pour alléger son fardeau émotionnel. Je n'avais aucune idée que je n'allégeais pas son fardeau. Je dégageais sa voie de sortie. Elle n'était pas une mère en deuil. C'était une stratège brillante et froide, et elle m'avait manipulé à la perfection. À partir de ce jour, ma maison est devenue la deuxième maison de Matteo. Au début, c'était juste pour un week-end occasionnel. Isabelle le déposait un vendredi après-midi, les yeux rouges et gonflés. Elle me serrait dans ses bras et me remerciait profusément, disant que j'étais son ange gardien. J'ai juste besoin de ne pas y penser pendant quelques jours, tu sais, me disait-elle, la voix brisée. Juste pour me sentir un peu normal à nouveau. Et je l'ai cru. Je passais le week-end à choyer Matteo, essayant de remplir ce que je croyais être ses derniers mois avec autant de joie que possible. Nous allions au Parc des Princes, nous construisions des châteaux de Lego qui occupaient tout le sol du salon, et nous regardions des dessins animés jusqu'à ce que nous nous endormions sur le canapé. C'était un enfant calme, doux, et il semblait se fatiguer très facilement, ce qui, dans mon esprit, ne servait qu'à confirmer l'histoire d'Isabelle. Mais ensuite, les week-ends ont commencé à s'allonger. Elle le laissait un jeudi et ne le récupérait pas avant le dimanche soir. Puis cela s'est transformé en semaines entières. Ses appels se sont faits moins fréquents. Quand je réussissais à lui parler, elle semblait distante, absorbée par elle-même. « Comment tu le vis, Isabelle ?» demandai-je, inquiète. « Je vais bien, » répondait-elle, d'une voix inexpressive. Juste occupée, essayant de ne pas ruminer les choses. Mon mari, Raoul, a été admirable au début. « Ce dont ta sœur a besoin, Elena Zomelenalsa, disait-il en ébouriffant les cheveux de Matteo. Nous sommes une famille. » Avec le recul, son rôle de mari solidaire me retourne l'estomac. Il ne me soutenait pas, moi. Il facilitait sa propre trahison. Chaque heure supplémentaire que Matteo passait avec nous était une heure de plus qu'il pouvait passer avec Isabelle. L'inquiétude a commencé à s'infiltrer lentement en moi. Un après-midi, une amie à moi, Jessica, m'a appelé. « Hé, tu n'imagines pas qui j'ai vu dans le centre de Séville, » a-t-elle dit. « Ta sœur, Isabelle. Elle était dans cette cave à vin, la Vigna del Sur. Elle était avec un groupe de gens, riant aux éclats. Elle semblait passer un moment merveilleux. » J'ai senti un frisson de confusion. « Tu es sûr que c'était elle? » »« Complètement sûr. Elle portait cette robe rouge brillant dont tu dis qu'elle ne lui va pas. » Jessica a ri. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le silence de la maison, pendant un long moment. Ça ne collait pas. Une mère en deuil, dont le fils n'avait que quelques mois à vivre, riait dans un bar à vin. J'ai essayé de rationaliser. Peut-être qu'elle essayait de se forcer à être heureuse, exactement comme elle me l'avait dit. Mais la graine du doute avait déjà été plantée. Le comble est arrivé quelques semaines avant qu'elle ne parte pour toujours. Elle était censée récupérer Matteo à 6 heures du soir un dimanche. À 9 heures, elle n'était toujours pas apparue. Elle ne répondait pas à son téléphone. J'étais hystérique, imaginant le pire. Finalement, vers minuit, sa voiture est entrée dans l'allée. Je suis allé la recevoir à la porte, les bras croisés. « Isabelle, où diable étais-tu? » J'étais terriblement inquiète. Elle était passée à côté de moi sans me prêter attention, sentant légèrement le parfum cher et le vin. « Oh, détends-toi, Elena. J'ai perdu la notion du temps. » Elle avait l'air agacée, comme si j'étais l'irrationnel. « Tu as perdu la notion du temps? Ton fils est ici. » Elle s'est tournée pour me regarder, les yeux froids. « Et il va bien, non? Écoute, j'ai ma propre vie à vivre, Elena. Je ne peux pas tout mettre en pause. C'est alors que j'ai su que quelque chose d'épouvantable se passait.
Il ne s'agissait plus d'une douleur incontrôlable. C'était autre chose. C'était de l'abandon, se produisant lentement, juste devant moi. Et puis est arrivée la nuit de la lettre, la nuit où la lente disparition s'est transformée en un silence final et assourdissant. Après que le choc initial se soit dissipé, une étrange sorte de calme s'est emparé de moi. C'était le calme du survivant qui, après le naufrage, accepte que le bateau a coulé et que la seule chose qui reste est de nager. Mon mariage était liquidé. Ma relation avec ma sœur était une farce. Mon ancienne vie avait été réduite en cendres. Tout ce qu'il me restait, c'était l'enfant endormi dans la chambre d'amis, son visage serein sous la douce lueur de la veilleuse. Je me suis approché sur la pointe des pieds de sa chambre et je me suis assise au bord du lit, juste pour le voir respirer. Sa petite poitrine montait et descendait en rythme. Il avait l'air si fragile, si sans défense. Il n'avait aucune idée que son monde était aussi brisé que le mien. Sa mère était partie. L'homme qu'il connaissait comme son oncle amusant était aussi parti. Et il avait emporté un morceau de ma vie avec lui. Les larmes que je ne savais même pas que je retenais ont commencé à couler sur mon visage. Ce n'étaient plus des larmes de rage, c'étaient des larmes pour lui, pour ce petit garçon sans défense qui avait été utilisé comme un pion et ensuite écarté sans pitié. Isabelle ne m'avait pas seulement trahi, elle avait abandonné son propre fils, et Raoul l'avait permis. Il avait observé comment elle négligeait son propre enfant et n'avait rien dit. Tout ça pour obtenir ce qu'il voulait. À ce moment-là, en regardant le visage endormi de Matteo, j'ai senti un amour féroce et protecteur gonfler dans ma poitrine. C'était un amour si puissant qu'il a relégué ma propre douleur au second plan. Mon deuil était un luxe que je ne pouvais pas me permettre à cet instant. Ce petit avait besoin de moi. J'ai tendu la main et j'ai écarté doucement une mèche de cheveux de son front. Il a remué dans son sommeil, murmurant quelque chose d'inintelligible. Je me suis penché et j'ai chuchoté dans le silence de la chambre. C'était un serment, une promesse solennelle pour lui. Et pour moi, tout va bien, chérie, ai-je chuchoté, la voix brisée par les pleurs. Maintenant, il n'y a que toi et moi. Mais jamais, jamais je ne te laisserai. Je serai toujours là pour toi, Matteo. Toujours. Je te le promets. Il s'est réinstallé dans un sommeil profond, et je suis resté là pendant un bon moment, le poids de cette promesse s'installant sur mes épaules. Cela semblait lourd, même effrayant. J'étais dans la quarantaine, soudainement une femme célibataire, et maintenant une mère célibataire, pour un enfant que le monde croyait mourant. Je n'avais aucune idée de comment j'y arriverais. La pression financière à elle seule était écrasante. Mon salaire était stable, mais il était conçu pour 2 personnes, pas pour une personne et un enfant avec des besoins médicaux importants. Il n'y avait aucune mention de pension alimentaire, ni de garde partagée. Il n'y avait que le silence et un petit garçon dormant dans ma chambre d'amis. Mais alors que j'étais assise dans l'obscurité, je savais une chose avec certitude. Je ne le laisserais pas tomber. Je verserais chaque gramme d'amour et de force que j'avais pour lui donner la meilleure vie possible pendant le temps qu'il lui restait. Ma vie d'avant était terminée. La nouvelle venait de commencer. La vérité scientifique, un sauvetage à terme fixe. Les premiers émois furent un brouillard d'apprentissage, d'une nouvelle routine. Notre maison, qui avait été silencieuse et ordonnée, s'est soudainement remplie du joyeux chaos d'un enfant de 5 ans. Il y avait des blocs de Lego partout, des chansons de dessins animés coincés dans ma tête, et un bourdonnement constant et sourd d'anxiété pour la santé de Matteo.
J'ai suivi les instructions d'Isabelle à la lettre. Elle avait laissé une note avec une liste du peu d'aliments qu'il mangerait supposément. Une liste très courte et très étrange. Confiture de fraises, bananes et pain blanc simple sans croûte. C'est la seule chose qu'il mange. Elle m'avait lancé une fois, des mois avant de partir. Ne pense même pas à lui donner autre chose. Il le vomira. Alors je ne l'ai pas fait. Je lui préparais de petites assiettes de bananes et des sandwichs à la confiture. Il les mangeait, mais sans réel enthousiasme. Et il était toujours si fatigué. Il avait une brève explosion d'énergie pendant 20 minutes, puis il se fanait, ayant besoin de s'allonger sur le canapé. Sa peau était pâle, presque translucide, et il avait des cernes sombres sous les yeux. Tout en lui semblait confirmer ce terrible diagnostic, mais mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. C'était plus qu'une sensation. C'était un instinct profond et primaire. Un instinct maternel, je suppose, même si je n'étais pas sa mère biologique. Je l'observais pousser une voiture jouet avec réticence, et je pensais, ce n'est pas correct. Les enfants, même malades, devraient avoir plus de vitalité. J'ai commencé à enquêter par moi-même. J'ai passé des heures sur Internet, tard le soir après que Matteo se soit endormi, à chercher des troubles sanguins rares. Rien de ce que j'ai trouvé ne correspondait parfaitement à ses symptômes. Il y avait toujours des incohérences. Le point de bascule est arrivé un après-midi où je l'ai emmené au parc de jeux. Il était si excité de monter sur les balançoires. Je l'ai poussé doucement, et il a ri, ses petites jambes donnant des coups. Mais après moins de 5 minutes, il a demandé d'arrêter. « Je suis fatigué, tante Helena, » a-t-il dit, dans un murmure fatigué. Il s'est appuyé contre mon flanc pendant que nous étions assis sur le banc du parc, et il s'est endormi en quelques minutes. C'en était assez. Je ne pouvais pas rester les bras croisés et le voir s'éteindre. Isabelle avait dit que ça ne servait à rien de chercher un deuxième avis, mais Isabelle était une menteuse et une lâche. Je ne faisais confiance à aucun mot qu'elle avait dit. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous. Je ne suis pas allé chez notre médecin de famille local. Je voulais une vision fraîche, une spécialiste de premier niveau. J'ai trouvé le docteur Carmen Soto, une hématologue pédiatrique très recommandée, à l'hôpital universitaire Virgen del Rocío. C'était une dépense énorme. J'ai dû utiliser l'argent que j'avais économisé pendant des années, l'argent d'un petit héritage que ma grand-mère m'avait laissé. Mais peu importait. C'était plus crucial que n'importe quel compte d'épargne. J'ai emmitouflé Matteo et j'ai conduit jusqu'au centre-ville. Je me souviens d'être assise dans la salle d'attente, les mains moites et le cœur battant fort contre mes côtes. Matteo était sur mes genoux, regardant tranquillement un livre d'images. J'étais terrorisé par ce que le médecin pourrait dire. Une partie de moi craignait qu'elle ne confirme mes pires peurs. Mais une plus grande partie de moi criait que c'était la chose à faire. Je devais savoir la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Le docteur Soto était une femme au visage aimable, avec des yeux perçants et intelligents. Elle a écouté patiemment pendant que je lui expliquais la situation, bégayant en relatant le diagnostic qu'Isabelle m'avait donné. J'ai observé son visage avec attention, mais elle est restée neutre, professionnelle. Puis, elle a commencé son examen de Matteo. Elle a été douce et exhaustive, réussissant à le faire rire pendant qu'elle vérifiait ses réflexes. Elle a pris sa tension artérielle, écouté son cœur et palpé les ganglions de son cou. Quand elle a fini, elle nous a envoyés dans le couloir pour faire des analyses de sang. Matteo a été courageux. Il a seulement fait une petite grimace de douleur quand l'aiguille est entrée. Nous avons attendu ce qui a semblé être une éternité. Finalement, une infirmière nous a rappelés dans le cabinet du docteur Soto.
Elle avait les résultats en main. Mon cœur était dans ma gorge. Le docteur Soto m'a regardé, son expression sérieuse. « Elena » a-t-elle dit, sa voix douce mais ferme. J'ai révisé le profil sanguin de Matteo. Nous avons fait un panel complet. J'ai retenu mon souffle. Elle a respiré profondément. Je ne suis pas sûr d'où votre sœur a tiré ces informations, mais Matteo n'a pas de trouble sanguin terminal. Il n'a aucun type de trouble sanguin. Le soulagement qui m'a inondé a été si intense que j'ai failli m'évanouir. C'était comme si un poids physique avait été soulevé de ma poitrine. J'ai commencé à pleurer. Des larmes silencieuses de pure joie roulant sur mon visage. Matteo allait vivre. Il allait aller bien. Mais le docteur Soto n'avait pas fini. Elle s'est penchée en avant, ses yeux remplis d'un mélange de sympathie et d'indignation. Cependant, a-t-elle dit en baissant la voix, Matteo est un enfant très malade. Ses résultats sont alarmants. Il souffre de malnutrition sévère. Il a de l'anémie et des carences significatives en vitamines et minéraux en général. La pièce est redevenue froide. Malnutrition? Elle m'a regardé avec insistance. Cet enfant n'est pas en train de mourir, madame. Il est en train de mourir de faim. Le mot a flotté dans l'air entre nous. De faim. Et à cet instant, chaque pièce du puzzle s'est emboîtée. Sa fatigue, sa peau pâle, son manque d'appétit pour tout ce qui n'était pas sucre et amidon. Ce n'était pas une maladie, c'était de la négligence. De la négligence criminelle. Le soulagement que j'avais ressenti quelques instants plus tôt a été remplacé par une rage blanche et aveuglante. Isabelle ne m'avait pas seulement menti pour se débarrasser de son fils. Elle l'avait affamé systématiquement. Que ce soit par ignorance ou par pure malice, je ne le savais pas. Et franchement, je m'en fichais. Elle lui avait nui activement, mettant sa vie en danger par son égoïsme et sa tromperie. L'histoire des 6 mois de vie n'était pas seulement un mensonge pour que je l'accueille. C'était le résultat potentiel de sa propre éducation. Mon chemin à suivre fut soudain cristallin. Je n'étais plus seulement sa gardienne. J'étais sa sauveuse. Ma consultation avec un avocat sur les papiers de divorce que Raoul avait laissés devrait attendre. Ma première et unique priorité était de défaire les dommages que ma sœur avait causés. J'allais sauver ce petit. J'allais lui donner une vie, une vraie vie, pleine de santé et d'amour, tout ce que sa propre mère lui avait refusé. 15 ans de miracles, l'éducation du héros. Les années qui ont suivi ont été un témoignage du pouvoir de guérison de l'amour inconditionnel et littéralement du bouillon de poule maison. Armé du diagnostic du docteur Soto et d'un plan nutritionnel détaillé, j'ai déclaré la guerre à la malnutrition. Ma cuisine, que j'utilisais auparavant seulement pour réchauffer des plats à emporter, est devenue mon centre d'opération. J'ai acheté des livres de cuisine. J'ai regardé des émissions de cuisine. J'ai appris la différence entre feu doux et ébullition. Je suis devenue une experte en aliments denses en nutriments. Chaque matin, je préparais un bouillon nutritif plein de légumes frais, de poulet et d'herbes. Au début, faire manger Matteo a été une bataille. Son corps était tellement habitué à la malbouffe que les vrais aliments lui semblaient étranges. Il repoussait la cuillère, sa petite frimousse se plissant de dégoût. Mais j'ai été patiente. J'ai été implacable. Je transformais ça en jeu. « Voici l'avion. Direction le hangar », disais-je, faisant voler la cuillère vers sa bouche. Lentement, avec un grand effort, il a commencé à manger. Une gorgée de soupe un jour, 2 gorgées le lendemain. Je n'oublierai jamais la première fois qu'il a fini un petit bol entier. Il m'a regardé, avec un sourire timide sur son visage,
un peu de carotte sur le menton. « Bon travail, Matteo !» ai-je célébré, le cœur gonflé de fierté. « Tu deviens si fort !» À mesure que son corps guérissait, son esprit a commencé à s'épanouir. L'enfant pâle et apathique a commencé à disparaître, remplacé par un enfant aux joues roses et aux yeux brillants et curieux. Nous avons commencé par de courtes promenades, puis plus longues. Il avait de l'énergie. Il voulait courir, grimper et explorer. Mais un jour, il devait avoir environ 7 ans. Il tapait dans un ballon de football dans l'arrière-cour. Il ne faisait pas que taper dedans. Il le poursuivait avec une détermination féroce, son rire résonnant dans l'air de l'après-midi. J'étais assise sous le porche à l'observer. Quand il s'est tourné vers moi, le visage rougi par l'effort et la joie. « Regarde ça, tante Helena !» a-t-il crié, et il a frappé le ballon de toutes ses forces. Il a navigué dans les airs et a atterri juste dans mon pot de pétunias. Nous avons tous les deux éclaté de rire. C'était dans des moments comme ça, des moments simples et ordinaires, que je ressentais la joie la plus profonde. C'était ce pourquoi je m'étais battu. C'était ma victoire. Vers son 8e anniversaire, il a commencé à m'appeler maman. C'est arrivé si spontanément que j'ai failli le manquer. Nous étions au supermarché et il m'a tiré la manche pour attirer mon attention. « Maman, on peut acheter les céréales sucrées ?» a-t-il demandé, pointant une boîte aux couleurs vives. J'ai arrêté le chariot et je l'ai regardé. Le mot est simplement resté flottant entre nous. Cela semblait juste. J'ai souri. Mes yeux se sont remplis de larmes. « Non, on ne peut pas acheter les céréales sucrées, » ai-je dit en lui ébouriffant les cheveux. « Mais tu peux choisir n'importe quel fruit que tu veux. » Depuis ce jour, j'ai été maman. Le mot « tante » a été retiré pour toujours. Nous étions une famille, une petite famille, peu conventionnelle, improvisée, mais une famille après tout. Je ne me suis jamais remarié. Je n'ai même pas ressenti le besoin d'avoir des rendez-vous. Ma vie était complète. Élever Matteo. Le voir grandir d'un enfant fragile à un jeune homme fort, aimable et intelligent, m'a donné un sens du but que je n'avais jamais connu auparavant. Il a joué au football au lycée. Il a eu de bonnes notes. Il avait des amis. Il avait une vie. Une vraie vie, vibrante et merveilleuse. Et ce fut le plus grand cadeau qu'on ne m'ait jamais fait. 15 ans. C'est une vie entière, n'est-ce pas? Assez de temps pour que les blessures cicatrisent, pour que les souvenirs s'adoucissent sur les bords. Assez de temps pour qu'un enfant de 5 ans devienne un homme de 20 ans. Matteo était en 2e année d'université, étudiant la médecine préparatoire. Rien que ça. Il vivait à la maison pour économiser, et notre petit appartement était toujours plein de sa présence, ses baskets géantes à la porte, ses manuels empilés sur la table de la salle à manger, le son de sa musique flottant depuis sa chambre. J'étais en paix. Vraiment. La rage que je ressentais autrefois envers Isabelle et Raoul s'était évanouie en une douleur sourde et lointaine. Je pensais rarement à eux. Quand je le faisais, c'était avec une sorte de curiosité distante. Je me demandais ce qu'ils étaient devenus, à quoi ressemblait leur vie, mais je n'ai jamais eu de réel désir de le découvrir. Et puis, un samedi après-midi, le passé s'est écrasé violemment contre mon présent. J'étais au supermarché, au rayon des produits laitiers, essayant de décider entre lait entier et demi-écrémé. C'était un moment complètement ordinaire dans une journée complètement ordinaire. « Helena, c'est toi? » La voix était plus vieille, un peu plus rauque, mais je l'ai reconnue instantanément. Un choc froid m'a traversé, si intense que j'ai senti mes doigts s'engourdir. Je me suis figé, la main suspendue au-dessus des cartons de lait.
Je me suis retourné lentement. C'était elle. Isabelle. Elle avait pris du poids, avec de fines lignes gravées autour de ses yeux et de sa bouche. Ses cheveux blonds, autrefois brillants, maintenant d'une couleur cuivrée et usée. Mais c'était indubitablement elle. Elle souriait, un sourire brillant et joyeux, comme si nous nous étions vus la semaine dernière à un barbecue familial. « Isabelle !» ai-je dit. Ma voix était tendue, étrange à mes propres oreilles. « Je savais que c'était toi !» a-t-elle gazouillé, s'approchant. Un nuage de parfums doux et d'écœurants m'a enveloppé. Mon esprit est devenu vide. Toutes les choses que j'avais imaginé lui dire si jamais je la revoyais. Les accusations colériques, les questions pleines de larmes, se sont évanouies. J'étais simplement paralysé. Juste à ce moment, un homme s'est approché et a mis son bras autour de ses épaules. C'était Raoul. Il était plus grassouillet maintenant, avec les cheveux clairsemés sur le sommet du crâne, mais il avait le même sourire suffisant dont je me souvenais si bien. « Hé, qu'est-ce qui se passe? » a-t-il dit. Et puis ses yeux se sont posés sur moi. Son sourire s'est élargi. « Attends une minute. Elena, bon sang. » Il m'a regardé de haut en bas, une lueur de quelque chose. De la pitié, du mépris, dans ses yeux. « Eh bien, regarde-toi, Elena. Le temps n'a pas été très gentil, hein? J'ai serré les dents si fort que ma mâchoire m'a fait mal. La paralysie s'est rompue, et cette vieille rage familière, qui avait été latente pendant si longtemps, est revenue à la vie. Pour qui vous prenez-vous? » Isabelle a ri pour de bon. Ce fut un son léger et tintant qui m'a donné la chair de poule. « Allons, Elena, ne sois pas comme ça. 15 ans ont passé. Tu n'es pas contente de nous voir? » « Contente? » Je suis resté sans voix devant son culot. En voyant l'expression de pur dégoût sur mon visage, elle a simplement souri avec suffisance. « Ne te fâche pas autant, » a-t-elle dit, agitant une main méprisante. « Laisse le passé être le passé. » De plus, a-t-elle ajouté, ses yeux brillants de malice, « n'es-tu pas contente d'avoir passé tout ce temps avec Matteo? Ça a dû être agréable pour toi, d'avoir un enfant dans les parages. Ça t'a donné quelque chose à faire, n'est-ce pas? » Le sang m'a glacé les veines. Elle essayait de présenter l'abandon de son propre fils comme une faveur qu'elle m'avait faite. Raoul a ri à ses côtés, appréciant clairement mon inconfort. « Oui, Elena. Comment va ce petit idiot, au fait? Comment s'appelait-il? Carlos? Martin? Son nom est Matteo. » ai-je lancé, ma voix comme de la glace. « C'est vrai, Matteo, » a dit Isabelle, levant les yeux au ciel. « Ce petit test raté, il est toujours dans le coin, tu sais. » Elle l'a dit avec une telle insouciance, comme si elle demandait des nouvelles d'une vieille voiture qui était probablement déjà à la casse. Il pensait qu'il était mort. Bien sûr que oui. Ils l'avaient abandonné pour qu'il meure et avaient simplement supposé que leur plan avait fonctionné. La cruauté m'a coupé le souffle. « Toujours célibataire, Elena ?» est intervenu Raoul, son sourire s'élargissant. « Je suppose que tu as raté ta chance de trouver l'amour. Isabelle et moi, cependant, sommes toujours follement amoureux. » Je n'ai pas répondu. J'ai refusé de leur donner la satisfaction de me voir contrarié. Je suis simplement resté là, agrippant mon panier de course comme un bouclier. Mon silence a semblé les amuser. « Tu es toujours aigri d'avoir été abandonné ?» a dit Isabelle avec suffisance. « C'est dommage, vraiment. Tu ne peux même plus demander de pension compensatoire ou alimentaire, n'est-ce pas? La prescription et tout ça. » Elle m'a fait un clin d'œil, comme si elle partageait un conseil juridique astucieux. J'ai senti une étrange sensation de pouvoir dans mon calme. Il voulait une réaction,
Il voulait des larmes ou des cris. Il n'allait pas l'obtenir. « Eh bien, » a continué Isabelle, semblant s'ennuyer de ne pas me provoquer, « Matteo a peut-être été un fiasco, mais notre fille est parfaitement saine. Elle est pom-pom girl, tu sais. Elle vient d'avoir 14 ans. » Ce mot. Phil, il a attiré mon attention. C'était l'information dont je ne savais pas que j'avais besoin. L'arme parfaite et inattendue. J'ai dirigé mon regard vers Raoul. « Tu as une fille ?» ai-je demandé, ma voix neutre. Il a gonflé le torse avec fierté. « Oui, c'est la chose la plus mignonne que tu aies vue. Elle est née 1 an après qu'Isabelle et moi nous soyons mis ensemble. » Mais pendant qu'il parlait, j'ai observé le visage d'Isabelle. Son masque de joie s'était évanoui. Elle semblait nerveuse, mal à l'aise. Et j'ai su, avec une certitude absolue, qu'il y avait plus dans cette histoire. Je les tenais coincés. J'ai laissé le silence se prolonger un instant, voyant comment la contenance d'Isabelle s'effritait. « Alors tu es tombée enceinte juste après être partie, hein ?» ai-je demandé, mes yeux fixés dans les siens. Son expression s'est durcie. Raoul, ignorant, est intervenu pour défendre son honneur. Bien sûr, elle est de moi. Comme je l'ai dit, elle est née 1 an après que nous avons commencé notre nouvelle vie ensemble. À ces mots, Isabelle a frissonné. Un mouvement minuscule, presque imperceptible. Mais je l'ai vu, son expression nerveuse m'a tout dit. Quelque chose ne collait pas. J'ai fait un petit pas en arrière, créant de la distance. « Eh bien, c'est discutable, Raoul, » ai-je dit calmement. Son sourire a vacillé. « Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? »« Ça signifie, » ai-je dit, laissant chaque mot tomber avec un poids délibéré, que pendant qu'Isabelle me laissait son fils malade, elle n'était pas seulement assise à la maison, en deuil. Elle rencontrait toutes sortes de gens. Le visage de Raoul est passé de la confusion au choc. Il s'est tourné vers Isabelle. De quoi parle-t-elle? Je n'ai pas laissé Isabelle répondre. J'ai parlé directement à Raoul. Tu veux savoir ce que j'ai fait après que vous vous soyez enfuis tous les deux? Après avoir géré le choc initial des papiers de divorce et de l'enfant abandonné? J'ai engagé un détective privé, juste pour 1 mois. Je voulais savoir à quoi j'avais affaire, et il a découvert beaucoup de choses. Le visage d'Isabelle est devenu blanc comme un linge. Puis toi, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a tout raconté sur les après-midi libres d'Isabelle. J'ai continué, ma voix ferme et froide. Pendant que toi tu étais au travail, Raoul, pensant qu'elle était épuisée par son travail, et en deuil, elle était dehors, s'amusant, allant dans des bars, des restaurants, avec d'autres hommes, les laissant payer ses dépenses, tout en prétendant être une mère dévouée pour moi et une compagne dévouée pour toi. « Ce n'est pas possible, » a murmuré Raoul, le visage cendré. Il a regardé Isabelle, qui regardait le sol. Nous passions les week-ends ensemble. Comment aurait-elle pu avoir le temps? Pendant les jours de semaine, Raoul, ai-je expliqué patiemment, comme à un enfant. Pendant que tu gagnais ta vie, j'ai tourné mon attention vers Isabelle. Tu lui as dit que tu étais épuisé de travailler pour le bien de Matteo, n'est-ce pas? Celle-là était bonne. Raoul a regardé sa femme complètement stupéfait. Mais qu'est-ce que c'est vrai? J'ai juste été pratique. J'ai juste été ton distributeur de billets. Isabelle est restée silencieuse, évitant son regard, souhaitant clairement que le sol l'avale. Laisse-moi deviner. J'ai ajouté, ma voix dangereusement douce. Raoul était simplement le plus stable financièrement de tous, non? Celui qui avait le bon travail et le salaire constant. « Arrête !» a crié Isabelle, les yeux exorbités par la panique. Mais le mal était déjà fait. Raoul la fixa, la colère et l'incrédulité luttant sur son visage. « Dis-moi que ce n'est pas vrai, Isabelle. » Elle n'a pas répondu. « J'ai même des enregistrements, »
ai-je dit, portant le coup final. C'était du bluff, mais il ne le savait pas. Des conversations que l'enquêteur a enregistrées. Avec tes amis? Où tu traitais Raoul de vache à lait? Isabelle s'est figée, réalisant la profondeur de son exposition. Raoul avait l'air d'aller être malade. Sa voix a tremblé de rage. Donc notre fille, pourrait ne même pas être de moi. C'est ridicule. Isabelle a saisi le bras de Raoul, désespérée. Elle est de toi, Raoul. Bien sûr qu'elle est de toi. Mais ses protestations étaient faibles, sa panique palpable. Raoul ne semblait pas convaincu. Je suis resté calme. Tu peux le découvrir facilement, ai-je suggéré doucement. Un simple test ADN éclaircirait tout. Le visage d'Isabelle est devenu complètement blanc. Sa confiance s'était effondrée en poussière. Non, il n'y a pas besoin de ça. C'est sa fille, a-t-elle insisté frénétiquement, mais ça n'importait plus. Ses dénégations manquaient de sens. La confiance de Raoul en elle était brisée. Et mon travail ici était terminé. J'étais allé chercher du lait. Je repartais avec la justice. Ce que vous décidez de faire tous les deux vous regarde, ai-je dit fermement, ma voix coupant les protestations frénétiques d'Isabelle. Mais rappelez-vous ceci, j'ai élevé Matteo avec amour et soin, et c'est quelque chose que vous ne pourrez jamais m'enlever. Je me suis tourné pour partir, sentant un sentiment de clôture dont je n'avais pas réalisé qu'il me manquait. Mais juste au moment où j'ai fait un pas, j'ai entendu une voix calme et familière derrière moi. « Maman, tu es prête? » Je me suis tourné et j'ai souri, mon cœur gonflant d'une fierté féroce et protectrice. « Ah, Matteo, désolé de t'avoir fait attendre. » Il a marché vers moi, grand et confiant dans un costume bien ajusté. Il venait d'arriver d'un événement universitaire. Il a posé une main réconfortante sur mon épaule. Isabelle et Raoul sont restés à le regarder, bouche bée. Ils luttaient pour concilier le jeune homme compétent et sain qu'ils avaient devant eux avec l'enfant fragile et mourant de leurs souvenirs. « Attends, » a chuchoté Isabelle, la voix tremblante en le pointant d'un doigt hésitant. « C'est Matteo? » Matteo s'est redressé, son regard ferme. Il ne ressemblait en rien à l'enfant qu'elle avait abandonné. « Oui, ai-je dit, ma voix résonnant de fierté. C'est Matteo. Il a 20 ans. » Et il est épanoui. La voix calme et claire de Matteo a suivi la mienne. Elle ne contenait pas de colère. Juste une certitude glaçante. « Je me souviens de tout, » a-t-il dit, les yeux fixés sur les deux personnes qu'il avait créées et ensuite jetées, bien que j'ai été jeune. Je sais qui vous êtes tous les deux, ma mère biologique et son amant. Raoul a reculé comme s'il avait été frappé. Il était horrifié, essayant de traiter les paroles sereines mais blessantes de Matteo. « Mais tu n'étais pas censé être malade ?» a balbutié Raoul, regardant de Matteo à moi et vice-versa. « Je pensais qu'il ne te restait que 6 mois à vivre. »« Non, » ai-je interposé, ma voix coupante. Matteo n'a jamais été malade d'une maladie terminale. Cette histoire des 6 mois était quelque chose qu'Isabelle a inventé. Après qu'elle soit partie, j'ai emmené Matteo dans un vrai hôpital. Les médecins l'ont diagnostiqué avec une malnutrition sévère, pas avec une maladie mortelle. Tout ce dont il avait besoin, c'était de nourriture et de soins appropriés. Le visage d'Isabelle est devenu rouge et taché de honte et d'embarras. « J'ai essayé », a-t-elle murmuré faiblement, la voix à peine un chuchotement. C'était un enfant très difficile pour manger. L'expression de Raoul s'est tordue de dégoût. « Matteo mange parfaitement maintenant », ai-je dit, plantant mes yeux dans ceux d'Isabelle. « Il est sain, il est fort, il a joué au football au lycée. » « Et j'étudie pour être médecin, » a ajouté Matteo, sa voix uniforme.
pour qu'aucun autre enfant n'ait à traverser ce que j'ai traversé à cause de la négligence d'un parent. Isabelle et Raoul ont halté, choqués par la distance qu'il avait parcourue. « Je n'avais aucune idée, » a murmuré Raoul, se sentant complètement vaincu. « Il n'y a pas besoin, » ai-je dit, lançant un regard significatif à Isabelle. « Que tu l'insultes à nouveau, ou que tu l'appelles un test raté. » Isabelle a détourné le regard, incapable de me regarder dans les yeux. La honte, finalement. Après 15 longues années, écrite sur tout son visage. L'air dans le rayon du supermarché était dense de mensonges brisés. Isabelle a ouvert la bouche pour parler, probablement pour offrir une autre excuse faible, mais Raoul l'a coupée. Sa voix était plate, dépourvue de toute émotion. « Je veux divorcer. » Les yeux d'Isabelle se sont ouverts de panique. « Quoi? Non, Raoul, tu ne peux pas être sérieux, » a-t-elle crié, s'accrochant à son bras. Mais son expression était de pierre. Il l'a secouée. « Après avoir su comment tu as négligé ton fils, comment tu m'as menti pendant 15 ans, je ne peux pas continuer avec toi. Je ne peux même pas te regarder. C'est tout un malentendu. » Elle est devenue frénétique, sa voix montant à un ton hystérique. Elena déforme la vérité. « Non, elle ne le fait pas, » a dit Raoul, secouant la tête lentement. « Tu m'as traité comme un distributeur de billets, et maintenant, je vois la vérité. Toute la laide vérité. » Il m'a regardé, son visage plein d'un regret qui arrivait 15 ans trop tard. « Elena, je ne pourrai jamais compenser ce que j'ai fait. Mais je suis vraiment désolé. J'ai avancé, Raoul, ai-je dit fermement. Matteo et moi avons nos propres vies maintenant. » Sur ce, je me suis tourné vers mon fils. « Allons-y, maman, » a-t-il dit, me donnant une douce pression sur l'épaule. Alors que nous commencions à nous éloigner, la voix tremblante d'Isabelle a appelé. « Matteo, attends. »« Je suis tellement désolé, » a-t-elle sangloté. « Je regrette de t'avoir laissé. J'ai pensé à toi tout ce temps. » Matteo s'est tourné lentement pour la regarder. Elle a fait un pas plein d'espoir plus près, le visage sillonné de larmes. Mais il a levé la main, l'arrêtant net. « Non, » a-t-il dit, sa voix ferme et implacable. « Je me souviens. Je me souviens de toutes les fois où tu m'as mis hors de la maison, quand des hommes étranges venaient. Je me souviens que tu me disais de me taire et de rester dans ma chambre. » Il l'a regardé directement dans les yeux. « Et je me souviens du jour où tu m'as abandonné. J'ai décidé alors que je ne te pardonnerai jamais. »« Toi, tu l'appelles maman ?» a-t-elle demandé désespérément en me montrant du doigt. « Oui, » a répondu Matteo sans un moment d'hésitation. « Elena m'a élevé. Elle m'a aimé. Elle m'a sauvé. Elle est ma vraie mère. » Isabelle est restée immobile, la dernière lueur d'espoir mourant dans ses yeux. Elle a finalement compris qu'il n'y avait aucune possibilité de réconciliation. Il ne lui restait rien là. « N'essaie plus jamais de nous voir, » a dit Matteo fermement. « Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Et ainsi nous nous sommes éloignés. Nous avons laissé les restes du naufrage de leur vie derrière nous, sur ce sol froid de carrelage. Nous n'avons jamais regardé en arrière. Le dernier acte. Justice et héritage. Si vous êtes encore ici, vous pourriez me faire une énorme faveur et appuyer sur ce bouton « J'aime » et commenter le numéro 1 ci-dessous. Cela me permet de savoir que vous êtes avec moi dans ce voyage, et votre soutien signifie vraiment le monde pour moi. Cela me permet de continuer. Alors, s'il vous plaît, commentez un, et laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite. La répercussion de ce jour au supermarché a été rapide et absolue. J'ai appris par mon amie Jessica, qui avait encore des contacts dans mon ancien quartier, que Raoul a tenu parole.
Il a engagé un avocat et a exigé un test ADN pour sa fille. Les résultats ont confirmé mes soupçons. La fille n'était pas de lui. Le divorce a été brutal. Raoul a poursuivi Isabelle pour dommages, pour fraude, pour 15 ans de mensonges. Avec mon témoignage pour le soutenir, elle n'a eu aucune chance. Il a gardé la maison. Les économies, toutes. Il l'a laissée sans rien d'autre que les vêtements qu'elle portait et les conséquences de ses propres décisions. Apparemment, elle a essayé de répandre des rumeurs sur lui, mais cela s'est seulement retourné contre elle, la laissant complètement isolée. J'ai bloqué son numéro et tout nouveau profil de réseaux sociaux qu'elle créait. Notre chapitre s'est fermé pour toujours, et quant à Matteo et moi, nos vies ont simplement continué à s'améliorer. Il a obtenu son diplôme universitaire avec les honneurs et est entré à l'école de médecine. Il a rencontré une jeune femme merveilleuse et ils se sont fiancés le printemps dernier. Le voir si heureux, si réussi, si plein de vie et d'amour est une fierté si profonde que parfois cela m'arrache des larmes. Nous continuons de vivre ensemble pendant qu'il termine ses études, chérissant notre temps comme mère et fils. Pour son 25e anniversaire, je l'ai emmené dans un restaurant élégant, de ceux que nous n'aurions jamais pu payer dans les premières années. Nous nous sommes assis à une table tranquille. La lumière des bougies vacillait entre nous. Le serveur a versé du cava dans nos verres. J'ai levé mon verre. Un toast, et je dis, la voix étreinte par l'émotion. À l'homme incroyable que tu es devenu, à ton avenir, à ton bonheur. Je suis tellement, tellement fier de toi, Matteo. Il a choqué son verre contre le mien avec les yeux brillants. Santé, maman, a-t-il dit, d'une voix pleine de chaleur. À nous, on a réussi. À ce moment, entouré par le murmure tranquille du restaurant, j'ai senti une sensation de paix si profonde qu'elle a rempli chaque partie de moi. J'avais pris les bonnes décisions. J'avais mené les bonnes batailles. Ce merveilleux jeune homme assis en face de moi. Cette belle vie que nous avions construite à partir des cendres de la trahison. C'était tout ce que j'avais toujours voulu. C'était la maison. Merci. Merci d'avoir écouté mon histoire. Aimez et abonnez-vous. Que pensez-vous que Matteo aurait dû faire avec sa mère biologique? Commentez ci-dessous.